Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Ouverture du dialogue national sur fond de propos acerbes entre le président Famara Ibrahima Sagna, la majorité et l'opposition siégeant au sein de la commission cellulaire du dialogue politique. Mohamed Ali Mouba sera en direct dans ce grand journal. Grève dans le secteur de l'éducation, enseignants et étudiants en action. Le G20 en débrayage. Aujourd'hui, le G7 entre dans la danse à partir du 22, malgré les assurances des autorités. Pas de cours également dans plusieurs universités du Sénégal. La SDE, pas morte de sa belle mort. La Sénégalaise des eaux poursuit bel et bien ses activités avec à sa tête un nouveau directeur général. El Hadj Ndiogou Diène vous expliquera tout dans ce grand journal. Les actualités internationales, Georges Déthié-Diopin. En Guinée, 2 morts lors des manifestations du FNDC hier, bilan contesté par le pouvoir. Le Front national pour la défense de la Constitution persiste. Le sommet de Pau en France, c'était hier, entre autres décisions retenues, fixer un nouveau cadre pour l'opération Barkhane. La coalition Sahel va être mise sur pied. Algérie vers une criminalisation des discours de haine. Le tout nouveau président Abdelmadjid Tebboune a demandé à son Premier ministre de préparer un projet de loi en ce sens. Développement à partir de midi et quart. Les sports, Malal Junior Diagne. Athlétisme, deuxième édition du marathon Banjul-Dakar. Les athlètes sur la ligne de départ. Les fédérations sénégalaises et gambiennes ont fini d'accorder leur violon pour une bonne organisation de cette compétition. Karaté, Kaolack fête ses champions d'Afrique après l'effort à Bamako. Les combattants reçus en héros devant la préfecture de la ville. Lutte avec frappant. Enfin, nous irons à Pékin où les amateurs attendent avec impatience la descente des héros tels que Ama Baldé, Boy Niang ou Eumeu Sène dans l'arène. Et les auditeurs attendent avec impatience le développement de la page des sports. Ce sera vers midi 25. Les remous dans le secteur de l'éducation. Comment faire pour éviter une année académique hypothéquée? On en parle d'un point de vue à la technique de ce grand journal. Il y a Abdoulaye Diop et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Fillette de 4 ans a été retrouvée égorgée au quartier Kantène de Ziguinchor. L'auteur de ce drame n'est pas encore identifié. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de la région sud d'où nous appelle Lamine Bar. Une fillette âgée seulement de 4 ans, allongée sous des arbres, baignant dans une mare de sang. La découverte macabre a été faite ce matin au quartier Kantène, situé dans la périphérie de la commune de Ziguinchor. La victime a été appâtée par son bourreau qui l'a attirée dans les buissons avant de l'égorger en l'absence des parents. Le père de la victime, Omar Bari, retrace le film du drame. Demba 18h suma jabar woma mone sa dombi de gisuñu ko xalé yi wax nañ ni mu ne. Hier aux environs de 18h, mon épouse m'a appelé pour me dire qu'elle était sans nouvelles de notre fille. Elle m'a expliqué que les filles lui ont rendu compte qu'un homme est passé ici et qu'il a tenu par la main mon enfant et l'a amené avec lui. Toute la nuit, j'ai prié pour retrouver mon enfant, mais en vain. Ce matin, alors que j'étais à la mosquée, on m'a appelé pour me dire que le corps de ma fille a été découvert sous les arbres. Quand je suis arrivé, j'ai constaté qu'elle a été égorgée. La gendarmerie informée du drame a fait le déplacement sur les lieux. Elle a ouvert une enquête. Je suis allé au niveau de la gendarmerie pour leur expliquer que ma fille a été égorgée. Ils sont venus s'affairer autour de ça et ont ouvert une enquête. Elle s'appelait Maïmouna Bari, mais on ignore pour l'instant qui est l'auteur de cet acte ignoble. Le corps de la petite fille égorgée a été récupéré et déposé à la morgue pour les besoins de l'enquête. Le chef de village de Kantène plaide le renforcement de la sécurité dans cette zone périphérique en proie à des agressions fréquentes. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Accident d'un véhicule de transport d'élèves à Touba ce matin vers 8h. 5 personnes blessées et évacuées à l'hôpital. Et ce cri du cœur de Horizon Sans Frontières, Mbayang Diop gravement malade et sans aucune assistance médicale. Mbayang Diop, du nom de notre compatriote condamné à mort en Arabie Saoudite depuis avril 2017. Je vous propose d'entendre son président Boubacar Seye. Mbayang Diop serait gravement malade en Arabie Saoudite et sans aucune assistance médicale. D'après les informations que nous avons reçues, elle est tellement désespérée qu'elle aurait préféré mourir que de continuer à vivre dans ces conditions de détention. Raison pour laquelle Horizon Sans Frontières alerte l'État du Sénégal pour un
sursaut diplomatique afin que Mbayang, ou du moins, afin que la peine de Mbayang puisse communier la peine de mort de Mbayang Diop, du moins, puisse être communiée à une peine de prison pour qu'elle puisse finir, ou du moins purger cette peine au Sénégal. L'État du Sénégal aurait pu aussi, nous l'avions tantôt dit, faire mieux. L'État aurait demandé une demande de grâce à titre même humanitaire pour sortir Mbayang de ce bourbier. Malheureusement, sur le dossier Mbayang, l'absence de communication crée un flou. Et aujourd'hui, il y a urgence absolue. Horizon sans frontières exige des preuves attestant que la jeune dame est non seulement encore en vie, mais aussi en très bonne santé. Les propos du président de Horizon sans frontières, Boubacar Seye, ont été recueillis par Koumba Sandiane Faye. Vous suivez le grand journal sur la radio Futur Média à 12h06. RFM, l'actualité politique. La majorité et l'opposition siégeant au sein de la commission cellulaire du dialogue politique annoncent déjà les couleurs de ce que seront les débats au sein du dialogue national. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Binta, bonjour à tous. Échange de propos aigre-doux entre le président du comité de pilotage du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna, la majorité et l'opposition du dialogue politique tout à l'heure à l'ouverture du dialogue national. Oui, vous l'avez dit, propos aigre-doux, l'opposition s'est tout d'abord querellée autour de la question des 40 membres du comité, ajoutés aux 126 membres du comité de pilotage sans consensus. Elle n'est pas contente de cette opposition. Elle a tenu à le faire savoir en prenant la parole. Maktar Souran du FRN parle de voie de fait décision unilatérale. Famara Ibrahima Sagna, lorsqu'il a pris la parole, le président du dialogue a cherché à rassurer. Il dit que ce n'est pas une question politique. Macky n'a rien à voir avec cela. C'était pour intégrer les femmes et créer 3 autres commissions, dont une commission de synthèse et une autre sur la corruption. Et Famara Ibrahima Sagna a répondu aussi à Mamadou Lamine Diallo et autres qui ont accusé les parties prenantes au dialogue de gaspiller l'argent public. Pour lui, il n'en est rien. Je travaille, dit-il, bénévolement depuis que je suis installé. Ayez confiance, ce n'est pas à mon âge que je vais manipuler qui que ce soit, ou bien que j'ai accepté d'être manipulé. Je n'ai jamais manipulé personne, je n'accepterai jamais d'être manipulé. Maktar Souran, rappelé, Binta Diallo du FRN a demandé au président de la République de libérer Guy Sagna. Il a dit on ne peut pas dialoguer en mettant les gens en prison. Mohamed Ali Mouba, au premier round du dialogue national. Aujourd'hui, Famara Ibrahima Sagna devra cependant faire avec des absents de taille du landerneau politique, entre autres abonnés absents, le PDS, mais aussi le PASTEF de Ousmane Sonko. Pour autant, le PASTEF est partie prenante de la commission politique du dialogue national. Abdoulaye Cissé a cherché à en savoir plus. Les positions sont figées. Le PASTEF de Ousmane Sonko ne compte pas déroger à son principe de ne pas répondre à l'appel du chef de l'État concernant le dialogue national. Bassirou Diomaye Faye est coordonnateur du COPI, les membres des cadres du PASTEF. Dès lors que les candidats sont partis à l'élection, ont battu campagne, ont sillonné le pays et ont présenté les programmes, et qu'à l'issue de cette compétition, il s'est déclaré élu, il ne lui reste plus qu'à dérouler le programme pour lequel il est élu. Nous ne trouvons pas matière à devoir s'asseoir avec lui pour lui dire ce que nous pensons de la gestion de tel secteur ou de tel secteur. Le PDS, Parti démocratique sénégalais, ne dit pas autre chose depuis le début. Le PDS de Maître Abdoulaye Wade n'est pas partie prenante du dialogue national et ce n'est pas le subterfuge de coopter Doudou Wade en tant qu'autre personnalité qualifiée qui fera qu'on verra le PDS à la table de Famara Ibrahima Sagna. Doudou Wade. Non et non, je rappelle que le PDS n'est pas concerné par ce dialogue national. Ce dialogue national-ci ne nous concerne pas. La deuxième raison, vous dire comme personnalité choisie par le président de la République par décret, ce choix a été fait, je l'ai appris comme ça, dans la rue. Et je pense qu'il était plus élégant et plus normal, plus sérieux que le président s'adresse aux gens pour leur demander, je voudrais que vous fassiez partie du dialogue national que j'ai appris. Mais le président, moi, je l'ai perdu de vue, sauf à la télévision depuis 2010 ou 2011. Peu importe d'ailleurs la participation du PASTEF à dialogue national, les conclusions de la commission politique devraient être appliquées sans en changer une virgule, comme le président de la République s'y est engagé. Ce qui se discute dans la commission politique est totalement déconnecté de ce qui se discutera éventuellement
au niveau de la commission, au niveau du dialogue national. Mais il devra quand même remonter par le comité de pilotage du dialogue national, seul habilité à rendre ses conclusions au chef de l'État. La seule chose qui importe, c'est les composantes de la commission politique. Que ça transite par Mbaké Bari ou que ça transite par la commission du dialogue national, nous importe peu. Reste à savoir si la commission nationale du dialogue national pourra modifier ou changer les conclusions du dialogue politique, ce qui est une autre paire de manches. RFM, la radio de toute l'actualité. La SDE existe toujours malgré son remplacement par Sen'Eau pour le contrat d'affermage. Elle poursuit ses activités à travers ses démembrements comme la SDE rurale. La Sénégalaise des eaux ambitionne même de soumissionner pour des marchés à l'étranger. Elle a un nouveau directeur général, El Hadj Ndiogou Diène. C'est maintenant le Français Jean-Claude Simana qui est le patron de la SDE. Il a remplacé au poste de directeur général Abdoul Bal, parti à la retraite. Simana et ses collègues veulent vendre l'expertise de la Sénégalaise des eaux en matière de gestion de l'eau. Sa filiale SDE Rural, créée en juillet 2018, a gagné 2 marchés de contrats de délégation de services publics en milieu rural. L'un pour les régions de Matam et Saint-Louis et l'autre pour la région de Louga. Mais selon nos informations, les activités de la SDE Rural sont suspendues suite à l'instruction donnée récemment en Conseil des ministres par le président de la République pour un audit des délégations de services publics afin d'y voir plus clair. Ces activités de la SDR doivent toucher plus d'1 600 000 personnes. Mais au-delà, la Sénégalaise des eaux continue de gérer l'eau des industries chimiques du Sénégal à travers son usine de Mékhé. Cette usine ICS Mékhé s'active dans le traitement et la production d'eau pour les ICS et les populations des localités environnantes. Le contrat de prestation entre les deux parties a été plusieurs fois renouvelé. Des contrats, la société qui avait en charge la gestion de l'eau en milieu urbain et périurbain pendant 23 ans va aussi en chercher hors du pays. Le groupe Eranov, dont elle est une filiale, a soumissionné pour la gestion de l'eau et même de l'énergie dans beaucoup de pays comme le Mali, le Togo, le Bénin ou encore Madagascar. Par le passé, la SDE a eu à exporter son expertise dans des pays comme l'Arabie Saoudite et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'ancien bénéficiaire du contrat d'affermage ambitionne de développer d'autres activités liées au secteur de l'eau. El Hadj Ndiogou Diène, parlons à présent de la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Retour à la case départ, les malades orientés à l'hôpital Aristide Le Dantec, créant du coup un nouveau rush. La maintenance des appareils, un problème du plateau technique sénégalais à Wambaye. Les machines de radiothérapie de l'hôpital Dalal Jamm sont presque à l'arrêt depuis plus de 4 mois. Le scanner de simulation est en panne et cet élément est la première étape de tout processus de traitement par radiothérapie. Conséquence de cette perturbation, beaucoup de malades sont orientés à l'hôpital Le Dantec au service de radiothérapie qui risquent d'être plongés dans une situation de surcharge de travail avec un personnel technique et médical réduit, sans parler de la longue liste d'attente de malades qui s'allonge. Certains d'entre eux risquent de perdre la vie s'ils n'ont pas les moyens d'aller dans le privé où les coûts restent exorbitants. Et nous voilà encore plongés dans une nouvelle affaire de panne d'appareils de radiothérapie qui remet au goût du jour la question sur la maintenance des machines. Au Sénégal, on sait acheter des équipements, mais on se soucie peu de leur entretien. Résultat, un pas en avant, 2 en arrière. Il y a également problème au niveau du secteur de l'éducation. Le débrayage du G20 de ce matin n'a pas été suivi au lycée Blaise Diagne Kennedy. Les cours s'y déroulent normalement au passage de notre reporter ce matin, Salimata Awa. Des élèves dans l'enceinte du lycée Blaise Diagne. Ils sont en récréation. Le débrayage observé par le G20 n'est pas ressenti. Ce professeur de musique n'est même pas au courant. Moi, je ne suis même pas au courant. Omar. Vous êtes professeur d'éducation musicale au sein Blaise Diagne. Je fais cours normalement. Normalement, ce mardi, j'ai cours à partir de 14h30. Je serai en classe. Un autre lycée, ici l'ambiance est plus studieuse. Les rares élèves qui circulent sont en cours d'éducation physique. Ce professeur se précipite, il doit aller faire cours. Comme vous pouvez le constater, ça c'est la salle de cours. Actuellement, je suis en classe. Vous faites cours? Oui, je fais cours, effectivement. Abi, élève en classe de 3e, déclare que depuis 8 heures, les cours se déroulent normalement. Normal, nous jàng bu baax. Ban heure ngeen commencé jàng?
Les syndicats du G20 ont déserté les classes malgré les assurances de la fonction publique. Ils exigent du gouvernement de mettre fin aux lenteurs administratives. Après le G20, c'est au tour du G7 syndicat d'enseignants le plus représentatif d'entrer dans le combat. Débrayage le 22, suivi d'une grève générale et d'une marche. Malgré les assurances de la fonction publique, au même moment, 3 universités ont décrété une grève à l'UGB, à Bombay, à Kaolack. La section SAES de l'université Hassan Sek de Ziguinchor en grève de 48 heures à partir d'aujourd'hui. Les enseignants protestent contre le non-respect des engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikhou Omar Anne, engagement visant à accompagner l'orientation d'étudiants à l'université Hassan Sek. Daouda Nyang Diatta, secrétaire général de la section, au micro de Lamine Ba. Le ministère de l'Enseignement supérieur était en train, quelque part, de saboter le fonctionnement de l'université en y envoyant un nombre pléthorique de bacheliers, en ayant pris des engagements pour l'accompagnement de ces bacheliers et ne les ayant pas respectés. Aujourd'hui, l'université Hassan Sek de Ziguinchor est dans l'impossibilité de sortir des emplois du temps parce que ne disposant pas de salles de classe suffisantes, ne disposant pas d'enseignants-chercheurs suffisants pour dérouler de tels enseignements. Figurez-vous, alors que le ministère nous étions entendus pour accueillir 3000 bacheliers avec des conditions précises, non seulement aucune de ces conditions n'est aujourd'hui remplie, il n'y a pas eu ne serait-ce qu'une seule salle de classe supplémentaire, mais en plus, le ministère s'est amusé à nous envoyer quasiment 500 bacheliers de plus. Donc aujourd'hui, le nombre de bacheliers que l'université est censée recevoir est passé de 3500, ce qui représente à peu près l'effectif de l'université Hassan Sek de Ziguinchor il y a 1 an. Donc on est en train de nous doubler l'effectif des étudiants sans nous octroyer ne serait-ce qu'une salle de classe supplémentaire. L'ultimatum de Jamra à Rangou, l'ex-animatrice TV, a jusqu'à vendredi prochain pour arrêter de s'afficher à demi nue sur les réseaux sociaux pour outrage public et attentat à la pudeur. L'ONG veut saisir la brigade des mœurs et porter plainte auprès du procureur de la République, Mam Maktar Gueye, vice-président de Jamra, interrogé par Anna Rocha. Le monde a changé. L'arbre à palabre maintenant, c'est les réseaux sociaux. Nous devons nous respecter mutuellement. C'est pour cela même Facebook a établi des règles qu'ils appellent les règles de la communauté, qui est basée sur le respect de la sensibilité des uns et des autres. Et or, voilà une dame là, Rangou, je ne sais pas quoi, qui depuis 2 mois a envahi les réseaux sociaux de photos, de vidéos aussi scandaleuses les unes que les autres, où elle est pratiquement à demi nue, quelquefois portant un simple slip, soi-disant pour faire la promotion d'une soirée privée. Mais elle n'a qu'à faire sa soirée privée. Ça ne nous regarde pas, ce qui se passe entre 4 murs. Elle a bien dit que le lieu est tenu strictement confidentiel. Bref, nous avons donc décidé d'user de nos droits parce que nous sommes des consommateurs et nous avons des droits à défendre. Alors celle-là, nous lui donnons un délai jusqu'à vendredi parce que la plainte, elle est prête. Nous allons l'adresser à la brigade des mœurs assortie d'une saisine officielle au procureur. Donc c'est vendredi après la prière que Jamra va décider de la suite à donner à cette affaire, Inch'Allah. On n'a pas besoin de ses excuses. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle respecte les gens. Ce que nous attendons d'elle, c'est qu'elle cesse de dégrader l'image de la femme qu'elle est. Ce que nous attendons d'elle, c'est qu'elle respecte les autres femmes qui ont honte actuellement. Dans une de ces vidéos, je lui ai entendu dire Samayaï man réglam. Mais si elle est aussi précieuse pour sa maman, mais le meilleur service qu'elle puisse lui rendre, c'est d'arrêter ces extravagances assimilables à une sorte de racolage. Or, le racolage est condamné par la loi. C'est une forme de prostitution qui ne dit pas son nom. Elle a le temps de revenir à de meilleurs sentiments. Sinon, dès vendredi, nous saisirons la brigade des mœurs et une plainte sera officiellement déposée sur la table du procureur de la République. La présidente du conseil d'administration de Enda Tiers-Monde dit non à la présence de multinationales dans l'agriculture sénégalaise. Marem Sow souligne que le développement de notre agriculture passe par une politique de modernisation du secteur. Elle était l'invitée de RFM Matin aujourd'hui. Il est 12h19. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Diop. Merci Binta Diallo. En Guinée-Bissau, retour en Guinée tout court, retour sur les manifestations du FNDC hier. Il y a eu des morts. 2 morts ont été signalés mais contestés par le pouvoir. Le Front national pour la défense de la Constitution persiste. Son chargé de la communication, Abdoulaye Oumousso, joint à Conakry. Il y a eu ce bilan macabre encore et encore de 2 assassinats
du fait des forces de l'ordre sous la direction de M. Alpha Condé. Mais le gouvernement a contesté ce chiffre. Oui, ils sont toujours dans le déni. Ils sont en train même de dire qu'il n'y a pas eu de manifestation. Nous avons vu ce dernier communiqué du gouvernement qui parle de 23 quartiers seulement, alors que les sources médias, et vous avez vu peut-être dans les médias guinéens, toutes les villes de l'intérieur du pays qui se sont manifestées. Sur les 33 préfectures, 22 préfectures ont manifesté en République de Guinée. Mais le gouvernement parle de 23 quartiers. Vous savez, quand un régime est en l'agonie, il cherche toujours à être dans le déni. Il ne voit pas la réalité en face, d'autant plus que ce sont des push-chiffres constitutionnels, donc ils mettront tous les moyens à leur niveau pour pouvoir faire passer les push-chiffres constitutionnels. Maintenant, comment comptez-vous vous y prendre ? Oui, je vous rappelle simplement que depuis le début des contestations contre le troisième mandat, nous sommes à plus de 26 morts aujourd'hui. C'est pour vous dire que c'est après ces 26 morts que nous avons décidé de rentrer dans la résistance parce que nous avons compris que nous sommes en train d'être opprimés par le pouvoir. La résistance a commencé hier, elle continue aujourd'hui, elle continuera demain et après-demain. Elle continuera jusqu'à ce que Alpha Condé se subir comprenne qu'ils sont en train de commettre une forfaiture et qu'ils se résignent pour faire un discours solennel pour dire qu'il renonce au troisième mandat. Tant qu'il ne le fera pas, nous allons continuer le combat jusqu'à la chute de son régime parce que son régime n'est plus légitime. Les échos du sommet de Pau à présent. Emmanuel Macron et les chefs d'État africains du G5 Sahel ont décidé de fixer un nouveau cadre pour l'opération Barkhane. La mission sera certes recentrée, mais la France va poursuivre son engagement. La coalition Sahel sera aussi mise sur pied. On fait le point avec Anna Rocha. Au bout du compte, c'est la France encore qui obtient gain de cause. Dans leur déclaration commune, les présidents africains présents à Pau ont exprimé leur souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel. Ils ont aussi plaidé pour un renforcement de la présence internationale. Le président français s'est donc félicité de cette rencontre qui marque un tournant profond en redéfinissant les termes de notre engagement, a dit Emmanuel Macron. Il a aussi annoncé des capacités supplémentaires pour la force Barkhane de 220 hommes. Par ailleurs, un nouveau cadre va être créé, à savoir la coalition Sahel. Elle va regrouper les armées du G5, Barkhane et les futurs partenaires avec un commandement conjoint. Le recentrage de Barkhane et la reconcentration des efforts opérationnels se fera, elle, surtout dans le Liptako et le Gourma, une zone à cheval sur les frontières du Mali, du Niger et du Burkina, là où se concentre l'essentiel des attaques terroristes. Et au Soudan, Georges, un mandat d'arrêt est lancé contre 2 frères de l'ancien président Omar el-Béchir. Il s'agit d'Al el-Béchir et Mohamed el-Béchir. Ils sont accusés de corruption et d'enrichissement illégal. Tous les deux sont soupçonnés d'avoir frauduleusement acquis un terrain dans Khartoum sur lequel Omar el-Béchir a fait construire un centre religieux. En Algérie, l'on s'achemine vers la criminalisation des discours de haine. Le président Abdelmajid Tebboune a demandé à son premier ministre de préparer un projet de loi criminalisant toute forme de racisme, de régionalisme et de discours de la haine dans le pays. Selon BBC, la présidence algérienne signale que cette instruction du président fait suite à une montée du discours de haine observé ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et la Chine, pour terminer, la chute d'un bus dans un gouffre a fait au moins 6 morts. L'incident s'est produit hier devant un hôpital de Xining, la capitale de la province de Qinghai. 16 blessés ont été enregistrés. Merci beaucoup, Georges Détchidiopa. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Les remous dans le secteur de l'éducation, comment faire pour éviter une année académique hypothéquée? On en parle d'un point de vue avec Dame Bout, le secrétaire général du QSEMS authentique, membre du G20, et Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et nous accueillons Monsieur Non Stress, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Binta. Relais Banjul Dakar, les athlètes sur la ligne de départ ce week-end. Pour la deuxième édition de cette compétition co-organisée par les fédérations gambiennes et sénégalaises. Mais pour cette édition 2020, la partie sénégalaise va juste gérer l'aspect technique.
Comment cela va se passer? Réponse avec le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Sarah Wali, qui en a profité pour se prononcer sur la construction du stade olympique annoncé à Diamniadio, un stade où on annonce qu'il n'y aura pas de piste d'athlétisme. Sarah Wali. L'année dernière, on avait organisé le relais Dakar-Banjul. Cette année, on a voulu aussi réorganiser la deuxième édition. Toutes les conditions n'étaient pas réunies, mais c'est hier qu'on nous a confirmé que maintenant, tout est vraiment OK. Bon, la seule innovation, c'est l'introduction des filles dans chaque équipe, il y aura une fille. L'année dernière, c'est 12 coureurs composés uniquement de garçons. Cette année, il y aura 3 à 4 équipes gambiennes plus l'équipe de l'ASFA. Vous savez que cette année, la Fédération sénégalaise d'athlétisme n'est que le bras technique de l'organisation. L'année dernière, c'était une co-organisation, mais cette année, ils nous ont confié uniquement l'organisation sur le plan technique, quoi. Donc, je n'ai aucune idée du budget. Président, parlons également de la construction annoncée du stade olympique de Diamniadio. Des informations font état qu'il n'y aura pas de piste d'athlétisme. Comment vous analysez cela? Un stade qui n'a pas de piste d'athlétisme n'est pas un stade olympique. Donc il faut qu'on enlève le terme olympique. Je ne sais pas quel qualificatif faut utiliser pour qualifier ce stade, mais ce n'est pas un stade olympique. Il est prévu la réfection de la piste d'athlétisme de Iba Mar Diop. C'est inclus dans les cahiers de charges. Donc le CIO a décidé de refaire cette piste d'athlétisme, en plus du stade celle du stade de Léopold Senghor. Karaté, Kaolack célèbre Malal Junior Diagne chez ses champions d'Afrique. Fraîchement revenu de Bamako où les combattants sénégalais ont fait la razzia, plusieurs médailles d'or et d'argent remportées par les combattants sénégalais, parmi eux certains qui sont originaires de la ville de Kaolack. Au retour dans leur ville natale, les populations se sont mobilisées pour les accueillir et les réserver un accueil triomphal. Reportage Ibrahim Djamé. Ils sont accueillis en héros à la préfecture de Kaolack. Ces champions d'Afrique de l'Ouest de karaté, parmi eux, des fils de Kaolack ont raflé toutes les médailles, toutes catégories confondues. De leur retour triomphal de Bamako où s'est tenue cette compétition, donc, ils ont fait escale à Kaolack. Souleymane Badialo, chef de la délégation. Nous avons amené une équipe complète en cadet junior et senior. Donc, si vous avez vu ces gosses-là, ce sont des gosses qui ont du métier. Devant de grosses cylindrées, ils ont sorti le jeu. Faire ce qu'ils ont fait n'était pas facile. Donc les enfants ont tout raflé. Ils ont laissé que les miettes devant les autres qui ne revenaient pas de cela. C'est nuitamment qu'ils ont débarqué dans les locaux de la préfecture. Une dizaine de karatékas, des médailles en bandoulière. Le préfet de Kaolack, Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw, leur exprime tout son enthousiasme et sa satisfaction. Merci Gaïndé. C'est une victoire pour vous-même, mais c'est une victoire pour l'ensemble des Sénégalais. Je voudrais singulièrement, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, mais également au nom du ministre des Sports, vous dire Djangen Djeuf Tchakaou Tchakanam. Toutefois, les karatékas n'ont pas manqué de souligner le manque de moyens dont la discipline est confrontée. Ils demandent davantage d'accompagnement sur le plan financier et la construction d'infrastructures pour le karaté. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Et pour annoncer les couleurs de la lutte avec frappe, Pikine attend la sortie des ténors pour vibrer. Et oui, avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup d'envie et de désir, les amateurs et autres supporters de lutte de la ville de Pikine attendent la sortie des Ama Baldé, Boignan ou encore Eumeu Sène pour vibrer au rythme de ces grandes soirées de lutte traditionnelle. Ndongoka a fait un tour dans Pikine. Une matinée à Buntu Pikine rythmée par le vacarme des cars rapides et autres véhicules de transport en commun. Alioune, trouvé devant son domicile au milieu de ses amis, observe cette ambiance et se souvient de la période où Mohamed Ndao Tyson faisait vibrer tout le monde à Pikine. ay ndaw lan yàgg suivre lamb jamonoy Tyson ba muy bëre fii dañ daan jóge fii di daw di jubilé di genre mais Pikine dafa mel ne aw benn faay bu ndaw bi nag dafa mel ne dañoo xaw a fàtte lamb ji sa du yoon. Alioune, un fervent amateur de lutte, espère pouvoir revivre cette belle époque, surtout qu'il mise sur les ténors pikinois pour que cet engouement puisse renaître. dégg nañ fi ay combat Ama
Baldé ak Modou Lo taxaw na Balla Gaye na may Boy Niang sang ma seen ñëw bëre Tapha Tine may ko sang defaral ko lu toj Pikine yugaat loolu mooy dëgg. Ces grandes affiches évoquées, l'assistance s'intéresse à notre discussion. Pourtant à côté, c'est Jaguar numéro 2 qui s'affaire autour du thé. Le pensionnaire de l'écurie Pikine Molo est nostalgique d'un bain de foule, des grands combats. La voix du chanteur Cheikh Diagne a retenti plus d'une fois lors des Open Press à Pikine. Lui aussi, il veut retrouver l'effervescence des supporters. Même les femmes partagent le même avis. Nongoka Pikine, Radio Futur Média. Ah oui, Binta. Un très bon reportage et nous aussi, ces ambiances nous manquent. Oui, et moi je fais un clin d'œil à Luc Nicolas et Malal Junior Diagne dans les liens de la détention qui a aussi beaucoup fait pour la lutte sénégalaise. Un grand monsieur, un grand monsieur. La revue de presse est dans un instant. Je présente Georges Déthié-Diop. Il devra encore attendre. Oui, Lamine Diack va devoir attendre. Le procès pour corruption à l'I2AF est renvoyé jusqu'au mois de juin. Ainsi, l'observateur affirme que Lamine Diack et compagnie sont appelés à prendre leur mal en patience. En effet, selon Vox Populi, le procès est renvoyé à la demande du parquet financier qui a reçu de nouvelles pièces. L'Obs d'ajouter que les maîtres des poursuites ont avancé comme motif de leur requête l'arrivée très tardive sur leur bureau d'actes d'enquête qui avait été demandé par les juges d'instruction en 2016 et auquel la justice sénégalaise n'avait jusque-là jamais donné suite. Il s'agit notamment du témoignage que Papa Massata Diack aurait donné au Sénégal en novembre. L'Obs en déduit que si ce procès tant attendu a tourné au fiasco, c'est en partie par la faute de la justice sénégalaise. Les procès-verbaux de la commission rogatoire renvoyés à Dakar par la justice française après le refus du Sénégal d'extrader Papa Massata Diack n'ont été réceptionnés par la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris qu'hier. Malgré tout, Source A s'interroge sur le bien fondé du renvoi du procès. Le journal en doute. En cause, selon des informations recueillies par mon confrère, la justice sénégalaise a fait parvenir dans les délais requis les résultats de l'enquête de Papa Massata Diack aux autorités judiciaires françaises. En attendant les plaidoiries prévues en juin, Lamine Diack confie à la une de Vox Populi, la mort dans l'âme, que 4 ans hors de Dakar, c'est terrible pour lui et il aimerait qu'on avance rapidement pour qu'il puisse rentrer. Un autre procès, le procès en appel de l'affaire Thionsek. Selon l'observateur, la Cour a infirmé partiellement la nullité du procès verbal d'enquête et a renvoyé l'affaire au 17 février prochain pour plaidoirie. Ce qui fait dire au journal que les choses se compliquent pour le chanteur. Le journal Le Quotidien parle de cette affaire en usant du vocabulaire musical. Remix pour Thione, peut-on lire à la une du journal. Le Quotidien indique que le lead vocal du Ramdan va encore comparaître devant la justice. Il fera face au juge d'appel pour une évocation dans le fond de son dossier judiciaire relatif à l'affaire des faux billets. Une comparution provoquée par l'infirmation de la décision du jugement en première instance et que ses avocats ont rejeté hier. Hier, Macky Sall a présidé la réunion du secrétariat exécutif national de l'APR. L'AS en rend compte et informe que la commission de discipline du parti va être réactivée bientôt. L'AS rapporte que si Moustapha Cissé Lo et Moustapha Diakhaté, de par leur posture, ont été particulièrement visés par certains responsables, le chef de l'État a voulu pour cette fois-ci passer l'éponge sur ce qu'il considère comme des précédents dangereux. Macky Sall qui, si l'on se fie à l'AS, est pointé du doigt dans le rapprochement avorté avec Abdoulaye Wade. Les libéraux lui font endosser la responsabilité de ce nouveau coup de froid parce qu'il n'aurait pas tenu sa parole. Mais pour Tribune, ce sont les faucons qui sont au cœur du blocage. Selon un responsable de l'APR qui s'est confié à Tribune, il ne souhaite pas voir Wade et Macky se retrouver. Macky Sall qui occupe la une du quotidien national Le Soleil. Le journal informe que le président sera en tournée économique au mois de mars dans le nord du pays. Il débutera à Saint-Louis le 8 mars et finira par Matam le 12. Et quelle est la stratégie du régime de Macky Sall pour renflouer ses caisses? Enquête relève que l'État met en place un prélèvement de conformité fiscale de 12% sur les biens importés. Seulement, un inspecteur des impôts et domaines souligne que cette mesure risque de causer une augmentation de tous les produits qui sont importés au Sénégal. Autre fait relevé paradoxalement par enquête, pendant que l'État manque de recettes, d'énormes pertes sont enregistrées au titre des exonérations et des cadeaux illégalement octroyés aux cimentiers
et au tourisme. Le dialogue national Famara au défi du maquis. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Famara Sagna préside aujourd'hui la première réunion du comité de pilotage. À charge donc pour lui, souligne Sud, de concilier les positions et de diligenter en mode fast-track les diverses concertations. À la une de l'Observateur, enquête sur l'homme qui voulait être président. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré. Le journal constate qu'après un retour sur la scène politique soldé par un double revers lors de la présidentielle de 2019, il a disparu des radars. Enquête sur un retrait de la scène politique. L'aventure ambiguë de Hadjibou Soumaré, c'est aux pages 4 et 5 de l'Observateur. Et dans les Échos, enquête sur la drogue au Sénégal, Kouba, ce village de la Casamance où la culture du cannabis fait vivre malgré les interdictions de la loi. Sport, pour terminer, à la une de Stade, la CAF chamboule encore son calendrier. Le Sénégal affrontera la Guinée-Bissau en mars. La double confrontation entre Lyon et Durtus rapprochée. Les éliminatoires du Mondial 2022 reportés. Dans Record, c'est Opanguette qui parle de Sadio Mané. Sadio est notre leader, dit-il. Dans une interview accordée au journal Record, l'attaquant sénégalais du FC Metz ajoute qu'il a atteint un niveau assez exceptionnel. Il a prouvé qu'il a sa place parmi les grands. À vos kiosques et bonne lecture. Parole, c'est tout de suite sur les remous dans le secteur de l'éducation. Comment faire pour éviter une année académique hypothéquée? On en parle avec Mohamed Moustapha Diagne. Il est le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour Monsieur Diagne. Bonjour Binta. Alors nous recevons également Dambouch. Il est le secrétaire général du QSEMS authentique, membre du G20. Bonjour Dambouch. Bonjour Binta Diallo. Alors qu'est-ce qui explique cette radicalisation des enseignants décidés à en découdre avec le gouvernement Dambouch? Oui, la radicalisation s'explique tout simplement d'abord par le refus du gouvernement de respecter les accords signés depuis maintenant 6 ans. Et parmi les points les plus importants, nous avons la fin des lenteurs administratives que nous réclamons depuis un certain temps, qui n'est pas encore effectif. Qui n'est pas encore effectif. Nous avons également la surimposition des rappels aujourd'hui que nous constatons parce que le gouvernement refuse de respecter son engagement sur le paiement correct des rappels, parce qu'à chaque fois que les rappels sont payés, parce que l'accord c'est sur les rappels, il y a un retard énorme, mais à chaque fois qu'on paye les rappels, on constate qu'il y a une surimposition des revenus des enseignants. Ça, c'est inacceptable. Ça radicalise également les enseignants. Les lenteurs administratives doublées également d'une tentative de remise en cause de certains points d'accord comme les passerelles professionnelles, parce que nous considérons que les passerelles professionnelles n'ont jamais fait l'objet d'un concours, mais c'était pour corriger une injustice dans le moyen secondaire. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en œuvre cet accord, mais en violant la disposition essentielle. C'est la même chose pour la validation aux 2/3. L'État est en train de valider aux 2/3 avec la majoration de l'ancienneté, mais à chaque fois qu'il doit payer un rappel, il paye un rappel au tiers. Nous considérons que, pour l'essentiel également, nous constatons dans tous les pays, d'ailleurs, le ministère de l'Éducation est devenu une armée mexicaine où, au niveau du déconcentré, les gens font ce qu'ils veulent. On a dans toutes les académies donc des enseignants qui sont affectés de façon arbitraire sous le couvert du redéploiement. Nous considérons qu'ils sont en train de remettre en cause l'acquis sur la gestion démocratique du personnel. Alors, donc, pour l'essentiel, à l'heure du bilan, même s'ils nous disent qu'ils avaient 33 points, ce discours politicien qui ne signifie absolument rien, ils avaient 33%, ils sont en train de prendre en charge les 32%. Ça, prendre en charge déjà, c'est un terme qui n'est pas approprié, parce que ce qu'il devait dire, c'est nous avons réglé les problèmes, mais nous sommes en train de les prendre en charge pendant 6 ans. Ça veut dire que vraiment le gouvernement louvoie, tergiverse et remet en cause les accords signés, et c'est ce qui fait que les enseignants en ont marre. Maintenant, le G20 a déposé un préavis de grève. Oui, je sais, nous allons Oui, vous avez débrayé aujourd'hui, mais le temps de donner la parole à Mohamed Moustapha Diagne. Mohamed Moustapha Diagne, qui a bien entendu, il est le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation. Vous avez entendu Dambouch sur les accusations qu'il vient de porter contre le gouvernement. Le non-respect des engagements, c'est la lancinante question qui revient apparemment.
Oui, bonjour Binta, bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Sur les accords, je pense que c'est très clair. Il y a des points qui cristallisent l'attention des enseignants. Ces points, c'est d'abord les lenteurs administratives. Alors, en 2014, on a procédé à une opération coup de poing. Et rien qu'en 2014, 24 000 dossiers avaient été traités. Alors, sur ces lenteurs administratives, parce que à chaque fois qu'un acte est produit, cela génère des droits. Alors, sur ces lenteurs administratives, sur la production des actes, le rythme a été accéléré. Les lenteurs ont été atténuées et donc les enseignants en sont témoins. Parce que chaque mois, des rappels sont payés, chaque mois, des enseignants sont mis en solde et quotidiennement, il y a des actes ou de reclassement, d'intégration qui sont produits au niveau de la fonction publique, ensuite traités au niveau des finances. Bien que le rythme ne soit pas encore celui voulu par les enseignants, quand même, il y a eu une atténuation de ces lenteurs administratives. Le deuxième point d'attention, c'était les questions liées à la qualité, la formation des enseignants. Les titulaires des diplômes spéciaux sont tous, à l'heure où je vous parle, formés ou bien au niveau de la FASTEF, ou bien au niveau de l'INSEP, les inspecteurs adjoints au niveau donc des CRFP. Donc, et c'est des milliers et des milliers d'enseignants qui sont impliqués dans cette formation-là. L'autre point, je l'ai abordé tout à l'heure, le paiement des rappels. Maintenant, c'est régulier, même si on parle de surimposition. Dans tous les cas, les rappels sont payés et chaque mois, des enseignants reçoivent 2 millions, 3 millions, 4 millions ou plus. Ensuite, il y a la délivrance des titres de propriété. Donc, des centaines de titres de propriété ont été dérivés à des enseignants. Maintenant, il y a un point fondamental, l'augmentation de l'indemnité de logement. Les syndicalistes l'avaient réclamé. En fin janvier, on passera de 60 000 à 100 000 francs CFA pour l'indemnité de logement. Donc, le chef de l'État va honorer totalement son engagement. C'est dire que beaucoup de réalisations, c'est dire que beaucoup d'avancées ont été notées dans le cadre de l'application des accords. Maintenant, moi, je voudrais en appeler aux enseignants. Oui. Je crois que entre le gouvernement et les enseignants, il y a les enfants. Ces enfants qui méritent une éducation de qualité. Aujourd'hui, on ne parle pas de salaire, parce qu'il fut un temps où les enseignants avaient de problèmes pour percevoir leur salaire. Aujourd'hui, on ne parle pas de salaire. Dans la plupart des cas, c'est des questions d'indemnité. Ensuite, il y a l'enseignante question. La difficulté majeure, c'est le système de rémunération, qui est extrêmement difficile. Aujourd'hui, pour corriger les dysfonctionnements notés dans le traitement des salaires des agents de l'État, mais il faudrait presque le budget de l'éducation nationale. Oui. Alors, c'est extrêmement difficile. C'est des questions que nous devons aborder en toute responsabilité. Et encore une fois, garder en ligne de mire l'avenir du pays. Parce que l'avenir du pays correspond à l'avenir c'est ça qui nous intéresse le plus. D'ailleurs, une année académique qui ne sera pas hypothéquée, c'est ce qu'attendent tous les parents d'élèves. Nous allons y revenir avec vous dans un instant. Le temps de demander à Dambodj à écouter Mohamed Moustapha Diagne. On a comme l'impression que beaucoup de choses ont été faites pour les enseignants. On a entendu la fonction publique faire dans les assurances, mais ça semble ne pas ça vous laisse de marbre et vous entendez dérouler vos plans d'action. Oui, moi vraiment je ne vais pas m'attarder sur les questions de pilotage parce que c'est pour cette raison qu'un gouvernement a été élu dans ce pays. Mais nous nous intéressons aux vraies questions qui plombent le secteur parce que tant que le gouvernement restera dans l'autosatisfaction, la crise ne fera que perdurer. Moi, j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, ce que le président de la République a fait l'année passée avec son gouvernement, c'est-à-dire d'augmenter l'indemnité de logement avec un montant arbitrairement fixé, 40 000 francs, ça n'a jamais été la demande des enseignants. La demande des enseignants, c'est la remise à plat du système de rémunération et pour la correction des injustices révélées par l'étude du cabinet privé MGP Afrique, qui est sur la table du chef de l'État depuis 5 ans. Depuis 2015, les résultats de l'étude sont sur sa table. Aujourd'hui, on attend du président de la République qu'il donne des instructions claires
pour que les différents acteurs se retrouvent et qu'on corrige les injustices dans le système de rémunération. Mais cette augmentation-là, de 40 000 sur l'indemnité de logement, c'était une augmentation pour essayer de déjouer une situation, pour différer donc les problèmes. Donc nous, vraiment, pour les autres questions qui ont été citées tantôt, c'est des questions de pilotage, ça existe dans tous les pays, c'est pas ça qui nous oppose au gouvernement. Mais aujourd'hui, ce qui est important de comprendre pour le gouvernement, c'est que le secteur de l'éducation et de la formation traverse une mauvaise passe. Et c'est pas en faisant dans la com qu'on va pacifier l'espace scolaire. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez concrètement, vous les enseignants? Nous, ce que nous voulons concrètement, d'abord, pour nous, le G20, ce que nous réclamons et que nous continuons de réclamer, c'est que le gouvernement arrête de violer des dispositions qui sont claires, parce qu'aujourd'hui, ils ont créé une situation de surenchère. Vous avez vu que quand le G20 a déposé un préavis de grève, en octobre, immédiatement, nos amis du G7 sont allés aussi, eux aussi, déposer un préavis de grève. Quand le G20 a décrété un mot d'ordre pour aujourd'hui 14, eux aussi, ils ont décrété un mot d'ordre le 22. Ça veut dire qu'ils font un marquage serré parce qu'ils savent que le G20, seul sur le terrain, va mobiliser les enseignants et ils ont peur. Donc cette situation de surenchère est catastrophique. Sauf qu'on a fait un tour ce matin, mais votre débrayage n'a pas fait mouche au niveau de certains lycées que nous avons visités. Effectivement, vous pouvez faire cela, mais vous pouvez également faire donc vos confrères qui étaient ici à Guédiawaye dans les différents établissements ont constaté que ça a été très bien suivi. Donc il y a pas d'unanimité, il y a aucun syndicat qui peut paralyser tout le pays. Nous avons donc un niveau de paralysie que nous allons évaluer le samedi prochain. Mais nous sommes convaincus que même une seule classe qui ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple. Ici au lycée Les Mamoulaye, où des devoirs ont été, où on a fait l'assemblée générale départementale de Guédiawaye, où des devoirs ont été reportés, où il y a plus de 100 classes pédagogiques qui n'ont pas fonctionné. Mais je pense que ça, c'est une catastrophe pour un pays. Un État qui est sérieux n'ose pas dire que c'est seulement deux établissements ou 3 établissements par département. Donc aujourd'hui, le vrai débat, c'est qu'ils doivent aller dans le sens de convier les enseignants autour de la table et tous les syndicats légalement constitués pour discuter. D'accord, Damboy, vous allez terminer dans le journal de 13h. Juste donner la parole pour terminer à Mohamed Moustapha Diagne pour rassurer un peu sur cette année académique, Monsieur Diagne. Oui, de toute façon, le gouvernement mettra tout en œuvre pour que les enseignements apprentissages se déroulent correctement dans les établissements. Parce que j'ai dit tout en tantôt qu'il y va de l'intérêt des enfants. Et j'en appelle véritablement à la responsabilité du mouvement syndical. Je pense que la grève doit être l'ultime arme utilisée contre le gouvernement. Le gouvernement va prendre tous les moyens, c'est-à-dire? Non, ce que je veux dire. Le syndicat a le droit, tout syndicat a le droit, c'est un droit constitutionnel, d'aller en grève. Mais le gouvernement également a le devoir donc de veiller à ce que les enfants du Sénégal en âge d'aller à l'école et de subir une formation, une éducation de qualité, ces enfants-là puissent entrer dans le droit. Donc, nous en appelons vraiment à la responsabilité du mouvement syndical. Et surtout de changer de forme de lutte. Parce que les grèves répétitives ont fini par les mettre, on finit donc par les mettre à mal contre l'opinion publique. Et ça, ce n'est pas bon pour le mouvement syndical. Les enseignants, nous vous demandons, le ministère de l'Éducation nationale, l'État du Sénégal, vous demande de revoir un peu la copie, de revoir la forme de lutte, de revoir les méthodes de lutte. Je pense que les grèves répétitives ne servent pas le mouvement syndical, ne servent pas le système éducatif. En tout cas de cause, le monitoring sera assuré. Nous allons continuer à discuter avec nos partenaires du G7 afin que nous puissions donc trouver les solutions. Et du G20 aussi. Non, plutôt le G7, parce que cette histoire de G7-G20, c'est les enseignants qui ont décidé que c'est le G7. Très bien. Parce que Dambodj est allé aux élections, il a eu 1,98% des voix. Donc 400 voix sur 40 000 votants. Vous donc, allez ça, terminer. C'est les enseignants qui l'ont décidé. Oui, donc c'est pas nous. Vous allez donc, terminer le débat, tout à l'heure. Oui. De s'en prendre au gouvernement. Très bien. Vous allez terminer le débat tout à l'heure dans l'édition en Wolof. Juste